J'ai vu dans votre sondage que vous étiez vous consultiez pas mal YouTube, donc ça tombe bien, ce sera sur la chaîne. Donc ce sera pas une vidéo montée comme je fais une vidéo un peu plus carrée, etc. Ce sera en quelque sorte un live, si je puis dire, mais je vais tout mettre bout à bout et puis voilà, je vous mettrai ça dans une vidéo pour vous. Donc, au début du chapitre 15. Mes 21 jours où le doute ne fut plus permis, on en est là. Voilà, les doutes de Hans sont à un moment donné où vraiment il commence à vaciller dans l'hypothèse de il y a quelque chose qui cloche. Là, Conrad ne me dit pas tout et c'est bien la preuve, ce passage-là, c'est bien la preuve qu'il y avait un problème. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Le décor, observez le décor, c'est le premier point du cours. Alors, je vais dérouler du coup là, je vais dérouler mon cours, vous ne l'avez pas encore, c'est normal, parce que je veux que vous soyez attentifs et que vous écoutiez ce que je vous dis, mais je vais lire en fait mon cours que je vais vous envoyer tout à l'heure en PDF, qui suit deux grandes idées, et je vais vous les annoncer à chaque fois. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre en note au moment où je parle, au moins le grand 1, le petit a, le petit b, le grand 2, le petit a, le petit b, mais je vais vous envoyer le PDF. Là, je vais simplement vous faire le cours comme si j'étais en classe, que je considère 1, que vous avez le livre sous les yeux, 2, vous avez bien relu le passage et vous en souvenez, et 3, vous connaissez l'histoire du livre. Vous savez comment ça finit, vous savez ce qu'il y a eu avant, vous savez qui sont les deux personnages. Regardons d'abord le décor. Où sommes-nous? Est-ce que quelqu'un peut me dire où nous sommes? Je relis le premier paragraphe, je vous laisse le temps de lever la main. Ma mère m'avait pris un billet pour une représentation de Fidelio, dirigée par Furtwängler, et j'étais assis dans un fauteuil d'orchestre, attendant le lever du rideau. Les violons commencèrent à s'accorder, puis à jouer en sourdine, et une foule élégante remplit la salle de l'opéra, l'un des plus beaux d'Europe. Le président de la République, en personne, nous honorait de sa présence. Ça vous fait penser à quoi le décor? Et je repose une autre question, comme ça vous avez le temps de lever la main. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui sont allés à l'opéra? Voilà, réfléchissez à ça. Alors vas-y Ophélie, je t'écoute. D'accord, une scène de spectacle immense, type un concert. On est où? On est à l'opéra, mais quel opéra en fait? C'est ça la question. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui sont allés à l'opéra? Est-ce que aller à l'opéra, c'est comme aller voir un concert d'un artiste que vous aimez bien? Est-ce que c'est comme aller au cinéma? Est-ce que c'est comme aller au théâtre? Si vous faisiez une échelle des sortie en quelque sorte culturelle, l'opéra, ça se situerait où? Donc l'opéra, c'est un endroit, en général, à l'époque, c'est un endroit où en général on se montre aussi. On va pas juste voir, surtout quand on est aristocrate, comme les Hohenfels, c'est pas un endroit où on va, pour que vous compreniez un petit peu, on n'y va pas en casquette Lacoste et en jogging avec les baskets. L'opéra, c'est un endroit où en général on fait un petit effort, on s'habille, les dames elles sont maquillées, elles mettent des bijoux, elles ont des robes de soirée, enfin, ça dépend, mais ce que je veux dire c'est qu'en général c'est un lieu qui est quand même assez un milieu d'esthètes, c'est un milieu de personnes cultivées, de personnes qui aiment la culture, qui aiment la musique, qui aiment le théâtre, et donc du coup c'est pas comme quand on va au cinéma. C'est un niveau largement au-dessus, c'est même pas comme quand on va au théâtre. L'opéra, c'est une sortie un peu mondaine. Alors, mondaine, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? C'est un adjectif qualificatif, là, qui est construit avec le radical monde. Donc, mondaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un endroit qui est en lien avec le monde. Le monde au sens, le grand monde. La jet set en quelque sorte. Et bien là, c'est un endroit dans lequel vous êtes vraiment dans un cadre qui est extrêmement mondain. C'est la jet set, c'est les stars, quoi. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu dans le texte, il y a même le président de la République lui-même qui est là. À l'époque, il s'appelle Hindenburg, puisque Hitler n'est pas encore au pouvoir. Et ici, il y a le président de la République qui les honore de sa présence. C'est un décor qui est incroyable. C'est une occasion pour Hans d'aller à l'opéra. C'est pas un truc qu'il fait régulièrement, même s'il a l'habitude, c'est un événement incroyable. Donc on est dans un cadre qui est cossu, qui est luxueux, qui est incroyablement élégant, qui est impressionnant. D'ailleurs, vous pouvez regarder les expressions qui sont dans le texte, la foule qui est élégante. L'opéra, c'est le plus beau, un des plus beaux d'Europe, donc c'est vraiment un superlatif ici qui est très important à noter. Le président de la République nous honorait de sa présence, donc le président de la République est là, d'accord? Il y a des colonnes de marbre, il y a des lustres, on est dans un endroit dans lequel, rien que quand on arrive, waouh, on est très impressionné. Et on va passer au petit B, s'il y a bien un endroit où la famille des Hohenfels peut se rendre,
comme endroit mondain, c'est bien cet opéra, qui est l'un des plus beaux d'Europe. Donc, regardez dans votre texte, dans le passage, à partir de la page 74, donc du coup je pense que c'est une page après, la façon dont est décrite la famille des Hohenfels. Ici vous avez une belle métaphore filée, et les Hohenfels sont sans cesse placés sous ce signe-là, ils sont placés sous le signe de la lumière et de ce qui resplendit, comme les diamants, comme les bijoux, et ce qui dégage de la lumière, ce qui va éblouir littéralement au sens propre, comme au sens figuré. Et vous allez voir que cette famille d'aristocrates, les Hohenfels, et Conrad, hein, qui en fait partie, est placée sous le signe de la lumière, de tout ce qui resplendit, de la luminescence, si je puis dire, de quelque chose d'impressionnant. D'accord ? Donc c'est une famille qui est exceptionnelle. Quand on les voit comme ça arriver, on a l'impression d'assister presque à un défilé, à une parade. Ok, à quelque chose d'impressionnant. Donc ici, en fait, on peut voir que les Hohenfels sont une famille déjà, on l'avait dit la fois dernière, qui est historique, hein, qui appartient à l'histoire de l'Allemagne et de cette région du Württemberg, et qui est une famille qui, historiquement, a des liens avec les familles de Souabe et Frédéric Ier, je crois, ou Frédéric II. Enfin, c'est dans le texte, vous relirez ces passages-là, dans lesquels on explique leurs terres, on explique leurs domaines, leurs châteaux, leurs conquêtes, leurs guerres, etc. Donc, ils ont cette histoire-là, et ils sont fiers de la porter sur eux aussi. Donc ce sont des aristocrates qui le montrent, hein, ils sont dans la démonstration, dans l'apparence. D'accord ? Donc là, ils sont dans une sphère mondaine, ça tombe bien, ils sont avec leurs semblables. Il y a le président de la République, représentant du pouvoir, donc ils sont dans une sphère qui leur est très familière. Les Hohenfels, ici, ils apparaissent sous le signe de la métaphore filée de la lumière, comme je le disais, avec un champ lexical qui est vraiment développé, hein, qui est le champ lexical de la majesté. On a l'impression d'assister à un défilé. Donc ils sont décrits comme supérieurs en termes d'apparence, de style, d'élégance vestimentaire, de prestance, et ils sont décrits comme une famille royale quasiment. Hein, d'accord ? Je rappelle qu'ils n'ont pas de sang royal. Et d'ailleurs, ils sont ici appelés comtes et comtesses. Donc ils ne sont pas rois. Mais il y a un lien avec tout ce qui est ce statut hiérarchique social. Ok ? Et ça, c'est important de le relever. Vous avez dans le texte, en vrac, hein, parce que je ne fais pas un détail là, vous relirez le passage, mais on a procession royale. Une procession, c'est un défilé, hein, c'est une parade royale. On a le terme lentement et majestueusement, avec une répétition des deux adverbes en ment qui ici montrent la manière dont ça se déroule, lentement, donc ils défilent de manière lente pour se montrer, ils sont dans la démonstration, et majestueusement avec majesté, évidemment, vous l'avez compris. Et quand arrive Conrad, il est décrit comme un élégant jeune homme. Et cet élégant jeune homme, il est habillé comment ? Il est habillé en smoking. Un smoking, c'est une tenue de soirée. C'est encore un truc au-dessus en termes d'élégance. C'est vraiment, je dis pas qu'on peut pas venir en costume en soirée, hein, mais le smoking, en général, c'est un nœud papillon, c'est très codifié, ou alors une lavalière, c'est une cravate qui se noue avec... en général, c'est noir et blanc, on peut avoir un queue de pie, on a un chapeau qui va avec, ou un haut de forme. C'est quelque chose d'encore beaucoup plus stylé que ça, hein, d'accord ? Donc ici, le smoking, c'est vraiment une tenue qu'on met pour un mariage, pour un événement mondain, pour un cocktail de bienfaisance, pour une soirée à l'opéra quand on appartient à la haute société, ce genre de choses. Donc ici, Conrad, il est habillé en smoking. Hein. On imagine que Hans, il n'a même pas de smoking dans sa garde-robe. Hein, d'accord ? Moi, j'ai pas de smoking dans ma garde-robe. Ils sont tellement élégants et impressionnants, quand on voit arriver les Hohenfels, on ne voit plus qu'eux, que tous les yeux sont tournés vers eux. Même le président de la République n'est plus aussi important aux yeux du public que ces personnages. Ça prouve bien ce que je disais tout à l'heure. Quand on va à l'opéra, on va aussi à l'opéra pour se montrer. Le champ lexical de la majesté, eh bien, il est développé dans tout le texte, et je vous parlais tout à l'heure de la métaphore filée, la lumière et des bijoux. Hein. Vous avez un réseau lexical qui est très dense avec l'étincelant et les bijoux, avec des mots comme étinceler, brillait, perles lumineuses, etc., etc. Vous allez en trouver plein à la page 74. La comtesse, elle est en robe noire avec un étincelant diadème. Vous savez tout ce que c'est qu'un diadème ? Un collier, des boucles d'oreilles,
le tout fait de diamants qui projetaient une lumière bleuâtre sur sa peau mate. Puis venait le comte, donc lui aussi il est distingué, hein, il est appelé par le nom comte, c'est pas un hasard, que je voyais maintenant pour la première fois. Il a une étoile sur la poitrine incrustée de diamants qui brillent. Ces personnages-là, le comte et la comtesse, les parents de Conrad, n'ont pas existé, ils sont inventés par Fred Ullman. En revanche, ils sont basés sur une famille qui a vraiment existé en Allemagne. D'accord ? Ce qu'on va vous raconter, c'est basé sur la vérité et sur un truc qui s'est vraiment passé, mais c'était pas tout à fait comme ça. Le personnage s'appelait peut-être pas comme ça, il était peut-être pas vraiment comme ça, le lieu c'était peut-être pas celui-là, mais l'histoire globale c'était celle-ci. Donc là, ici, dans cette histoire-là, les Hohenfels ont vraiment existé. Si on fait une recherche historique, effectivement, oui, ils ont existé. Mais par contre, le personnage de Conrad et son père et sa mère sont totalement inventés par Ullman. Donc là, on a presque l'impression, dans ce passage, d'être dans un conte de fées. Hein, on a presque l'impression que les Hohenfels sont tout droit sortis d'un conte de Grimm, quoi. Hein, voilà, on est dans un décor totalement incroyable. Ça, c'était le cadre spatio-temporel, enfin surtout spatial. Mais du coup, la famille Hohenfels, on peut dire que elle est vraiment là et fait son entrée pour la première fois dans le récit, tous ensemble. Souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, lors des visites de Hans chez Conrad, à chaque fois, les parents étaient absents. Et c'était pas un hasard. Le grand 2, c'est quoi? Eh ben, c'est justement le doute n'est plus possible. Dans ce passage-là, on va voir que l'amitié va se briser à cause de ce truc-là qui est révélé. Donc il voit cette famille, Hans, il est éberlué, il est incroyablement surpris, etc. Et évidemment, son réflexe, ça va être d'aller voir Conrad. Sauf que, vous lisez le passage, hein, je ne vais pas le faire maintenant, je n'ai pas le temps, Hans se prend littéralement un vent magistral. Hein. Conrad l'ignore totalement. Par 2 fois, Conrad va faire semblant de ne pas voir Hans. Et alors là, c'est justement là qu'on peut dire que le doute n'est plus possible. C'est ses parents qui, justement, vont faire en sorte que quand ils sont là, eh bien, Conrad doit faire semblant de ne pas connaître Hans ou de ne pas être ami avec lui, puisqu'il pose un problème d'éthique pour ses parents. C'est un juif, il n'appartient pas à l'aristocratie, c'est un moins que rien, il vient de nulle part, enfin voilà, ce genre de choses. Enfin, je reformule ce que va penser la mère de Conrad, évidemment. Donc là, le doute n'est plus possible. Comment est-ce que ça apparaît dans le texte? Hans se dit, oula, là il y a un souci, il m'a ignoré, c'est quand même bizarre alors qu'il prétend être mon meilleur ami, et son seul ami d'ailleurs. Le premier épisode, c'est l'esquive, en quelque sorte, initiale. La première esquive, c'est sans me donner le moindre signe de reconnaissance. Il passe devant lui, ses yeux rencontrent les siens, ils ont enregistré sa présence, mais il fait semblant de ne pas le voir. En fait, ses yeux passent à côté de lui sans lui donner le moindre signe de reconnaissance. Ici, reconnaissance, c'est un mot qui est polysémique, c'est-à-dire qu'il va avoir 2 sens. Hein. Ça va être le terme reconnaissance au sens « je reconnais cette personne », je reconnais son visage, je reconnais son allure, je reconnais sa voix, je reconnais son regard, je sais qui elle est, et en même temps, au sens plus abstrait, au sens un peu plus figuré, la reconnaissance en termes de je suis reconnaissant de quelque chose, je l'assume. Je suis reconnaissant, c'est j'ai de la gratitude pour cette chose-là, pour cette personne. Je pense qu'il y a vraiment un jeu sur le double sens dans la traduction du texte. La reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance en termes de il reconnaît mon amitié, c'est quelque chose qui va dans les 2 sens. C'est pas quelque chose à sens unique. C'est pas juste moi qui suis ami avec lui, qui pense qu'il est mon ami alors qu'il ne l'est pas en retour. C'est une reconnaissance mutuelle. Et là, cette reconnaissance mutuelle, elle n'a pas lieu. Alors, ils retournent voir leur pièce puisque c'est la fin de l'entracte, c'est le moment où ils se sont retrouvés. Et pendant tout ce temps-là, Hans ne regarde plus la pièce, il est chamboulé et il ne pense qu'à ça. Comment se fait-il qu'il ait fait semblant de ne pas me voir c'est impossible qu'il ne m'ait pas vu, pourquoi il m'ignore, est-ce que c'est à cause de ses parents, est-ce qu'il est sincère dans son amitié, etc. Donc vous avez vu, hein, je reviens sur ce que j'avais dit dans le précédent cours, Hans c'est un hypersensible, hein, il est vraiment préoccupé par ça, à tel point que pendant ce spectacle, il ne pense plus qu'à ça. Et il n'a qu'une hâte, c'est d'attendre que la prochaine entracte ne retentisse pour tirer cette affaire au clair. Et donc du coup, la deuxième fois, il se place vraiment devant lui, et il se place devant une colonne, et il l'attend, bien déterminé à vérifier qu'il ne l'ignore pas cette fois-ci, et il se met face à lui, et donc il ne peut pas l'ignorer. 5 mètres nous séparaient, puis 4, il me vit soudain, sourit,
toucha de la main droite le revers de son smoking comme s'il voulait en faire tomber un grain de poussière et ils me dépassèrent. La deuxième fois, il peut pas vraiment esquiver son regard, il est littéralement face à lui, donc il détourne les yeux, mais il lui fait un petit sourire quand même. Il passe devant lui, il lui fait un léger sourire et il baisse les yeux et il fait un petit geste comme ça pour retirer une poussière qui est sur son smoking. Geste de mépris, ou geste de dédain, ou geste de gêne peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ici on comprend que la deuxième fois, effectivement, il l'a bien vu, il lui a dit des yeux, du regard, il a fait un petit signe, mais pour faire en sorte que ses parents peut-être ne le voient pas. C'est bien la preuve, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, que ses parents sont l'obstacle. Hans, il le considère comme une véritable trahison. Bafoué dans son amitié avec Conrad. Lui qui disait qu'il était son seul ami, après tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, etc., etc. Fred Ullman, un peu plus tard, il écrit un autre petit texte très court qui est une petite nouvelle sous forme épistolaire, un peu comme Inconnu à cette adresse, là pour le coup on peut le dire, qui va être en quelque sorte des ellipses narratives qui ne sont pas racontées dans La Mie retrouvée, qui s'appelle La lettre de Conrad. Et dans la lettre de Conrad, justement il y a Conrad qui explique comment cette situation s'est produite avec ses parents. Et comment est-ce qu'il a lutté à chaque fois pour faire en sorte que son amitié soit reconnue par ses parents et puis qu'il assume totalement cette amitié et qu'il fasse ce qu'il veut en fait. Et il n'a pas pu lutter contre ses parents qui ont le pouvoir sur lui évidemment et qui en plus de ça, vu leur aristocratie, lui ont imposé un certain nombre de choses en termes d'amitié, de relations sociales, etc. On passe au petit B du grand 2 qui s'appelle Les aveux de Conrad. Lorsqu'ils atteignirent l'extrémité du foyer, je les perdis de vue, mais quelques minutes plus tard, le comte et la comtesse revinrent sans Conrad. Passant et repassant, ils acceptaient l'hommage des spectateurs. Quand la sonnette retentit pour le deuxième acte, j'abandonnai mon poste, je rentrais chez moi sans être vu de mes parents et j'allais tout droit me coucher. Donc, il ne voit même pas la suite de l'opéra, Fidelio. Il rentre chez lui tellement il est déprimé et tellement il est choqué et bouleversé par ce qu'il vient de vivre. Et le lendemain, c'est ça qui m'intéresse et que je vais travailler avec vous, dans les quelques minutes qui nous restent, le lendemain, retour au lycée. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Conrad fait comme si de rien n'était. Comme si, la veille, il n'y avait rien qui s'était passé. Ils sont amis comme tout le temps, quoi. Vous imaginez bien que la réaction de Conrad, c'est pas forcément calme, et ça se passe pas dans la meilleure ambiance possible, et là évidemment, il y a tout qui sort, quoi. Conrad va lui demander des comptes et va lui demander pourquoi est-ce qu'il s'est comporté de la sorte. C'est justement le sujet de travail sur le texte que je vous donnerai à faire en petit questionnaire, que je vous mettrai sans doute sur la cuisinière, pour pouvoir le corriger en direct et vous renvoyer vos copies. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce questionnaire comme si on était en séance de travail en AP ensemble sur le texte, qui est le passage justement où Conrad, à la fin de cet extrait qu'on vient d'étudier aujourd'hui, Conrad et Hans se disputent, littéralement, pour savoir pourquoi est-ce que ça s'est produit comme ça. Conrad, pourquoi as-tu fait semblant de ne pas me voir hier? C'est de là que tout part. Il y a beaucoup de raisons qui sont bidons et qui se défendent pas vraiment, qui se tiennent pas vraiment, mais il y a aussi des choses qui expliquent son comportement, notamment par rapport à tout ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on a fait la séance de l'image sur le protecteur avant, par rapport à la propagande, évidemment, par rapport à la propagande nazie qui, à cette époque-là, va gangréner les esprits des gens et va totalement envahir les mentalités jusqu'à les faire devenir eux-mêmes complètement extrêmes dans leur façon de penser, notamment par rapport aux juifs et à la question de l'antisémitisme. Donc vous allez regarder un petit peu les raisons et les arguments qui sont donnés par Conrad, et notamment, comme tu le disais Mathis tout à l'heure, ceux de sa mère, dans le dialogue qu'ils vont avoir tous les deux sur cette embrouille. C'est ce passage-là que je vais vous demander d'étudier dans ce petit questionnaire que je vous enverrai. Voilà, je vous dis du coup à la fois prochaine, je ne sais pas quand. À plus tard, portez-vous bien. Merci Léonie, au revoir Mathis, au revoir Shelby, au revoir Angelina, au revoir tout le monde.